Bonjour, je m'appelle Gaël Vena, je suis un ancien footballeur professionnel et dans ce podcast, je vais donner la parole à des sportifs de haut niveau. Dans chaque épisode, ils vont partager les expériences les plus intimes de leur parcours, les échecs, les difficultés, mais aussi les leçons qu'ils en ont tirées. Parce que derrière chaque médaille, derrière chaque succès, les sportifs restent avant tout des êtres humains et comme tout le monde, ils vivent des moments de doute, de fragilité et aussi de souffrance que l'on ne voit pas et c'est ça qui m'intéresse. Alors avec eux, on va tenter de briser des tabous, de mettre en lumière les faces cachées du sport et aussi vous montrer que parler de ces failles, c'est pas un signe de faiblesse, mais un signe de courage. Alors installez-vous confortablement, bonne écoute et bienvenue dans le revers de ma médaille. Bon, aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Jean-David Boguel. Salut Jean-David, bienvenue Salut. dans le revers de ma médaille, le Merci podcast. pour ton Et invitation. merci d'avoir accepté l'invitation surtout. Donc, ça fait déjà 15 ans qu'on se connaît. Et donc ça me fait plaisir que tu sois là dans mon podcast. Est-ce que déjà, pour celles et ceux qui te connaissent pas vraiment, est-ce que tu peux te présenter très rapidement ton âge, ton sport, ton poste, les clubs dans lesquels tu as joué, le nombre de fois où je t'ai battu à FIFA, enfin bref. Très très vite fait, dis-nous qui t'es. Tu vas attaquer fort direct. Tu vas attaquer comme ça direct. Ok, pas de problème. Ben, moi, c'est Jean-David Boguel, 32 ans, joueur de foot professionnel. Ayant fait ma formation au Chamois-Niortais, puis après au TFC où on a joué ensemble. Puis ensuite, je suis parti de Toulouse. J'ai fait 6 mois Espérance de Tunis. Puis après, je me suis retrouvé sans club pendant 6 mois. Puis là où ma carrière a vraiment commencé, c'était en Hollande, RKC Volwijk. Après, j'ai fait 8 ans en République tchèque, Dukla Prague. J'ai fait Fastavzin, Viktoria Pilsen. Ensuite, je suis parti en Arabie Saoudite. Et ensuite, là, je reviens de Chine. Tu reviens de Chine. Ouais. Moi, la première question que j'ai envie de te poser et que je poserai un peu à tous mes invités, c'est est-ce que dans ta carrière, tu as été amené assez souvent à parler de tes failles, des difficultés que tu as rencontrées? Pas spécialement. Ça dépend après des sujets. Après, c'est vrai qu'en intimité, t'as souvent tes meilleurs amis ou tes proches qui se posent des questions, comment tu vas et tout, ça va. Après, moi, c'est vrai que, sachant que je suis loin d'eux, plus spécialement ma mère, Ouais. donc, et que tu sais, quand tu pars en centre de formation, je suis parti à 15 ans, donc t'apprends à la vie seule, en fait. À faire te lever tous les jours à telle heure, faut que tu sois à l'heure à l'entraînement, ton lit faut qu'il soit fait, donc t'apprends la vie plutôt que prévu et t'apprends un peu... tu sais, à résoudre les problèmes seul en fait. Ouais. T'as pas ta mère qui est là, t'as pas ton père, t'as pas tes amis, donc t'apprends à être indépendant plus rapidement. Donc c'est vrai que j'ai pas pour habitude de me plaindre. Si vraie situation que j'en ai besoin d'en parler, oui. C'est un peu la raison de toute façon de ce podcast, hein, c'est que on va vraiment parler, je pense, de sujets dont on n'a pas forcément l'habitude d'en parler Bien sûr. publiquement, même à nos proches. Hein, Bien tu sûr. vois, même moi, en ayant arrêté, en fait, il y a plein de sujets. J'en ai parlé à ma famille est pas forcément au courant, mes potes, mes proches, les coéquipiers en Bien plus, sûr. qui vivent plus ou moins la même chose, tu vois. Donc c'est bien, je pense, Ouais. c'est intéressant de savoir Bah ouais. un peu comment toi t'as vécu ton parcours. Moi, j'aimerais un peu plus connaître ton contexte un peu familial et que tu nous racontes un peu ton enfance. Ok, bah moi je Tout à suis fait. né à Strasbourg, donc produit alsacien. Je suis arrivé après. Ma mère s'est séparée de mon père et elle est venue à Marseille avec ma grand-mère. Donc je suis arrivé à Marseille le jour de mes 7 ans. Ok. Donc t'es pas un vrai Marseillais, moi je pensais, hein. Mais t'es pas un vrai Marseillais. En fait. Écoute, tu sais que toi t'es supporter marseillais. Mais entre toi et moi, on va pas se mentir. Tiens, un vrai. Merci. Voilà. Mais mon premier ballon, je l'ai touché, j'étais à Marseille. T'étais à Marseille. J'étais à Marseille. Donc je me considère, je me considère t'es plus Marseillais, quoi. J'ai toute ma vie à Marseille, j'ai grandi à Marseille, j'ai joué ma première licence c'était à Marseille, donc j'étais à l'OM à l'époque. Il y avait encore Ravanilli avec le maillot Ericsson, tu vois, donc Vrai maillot celui-là. ouais, vrai maillot avec le col et tout comme ça, tu vois, je relevé. Donc non, j'ai grandi à Marseille avec ma grand-mère et ma mère où j'ai pas eu une enfance, on va dire, ça n'a pas toujours été facile, mais j'étais un enfant hyper heureux, j'ai manqué de rien. Donc, à l'école foot, après l'école foot, première licence en Benjamin, à l'époque, parce qu'avant j'étais vraiment pas bon. Genre vraiment, des fois je croise des potes à moi, et je croise des potes à moi, je dis Comment franchement, t'arrives respect, je suis content pour toi. Mais comment T'as fait le Saint comment quelle étoile en fait parce que À quel moment c'est devenu sérieux en fait le foot? c'est devenu sérieux à un moment donné où j'étais en 13 ans je crois j'étais à l'équipe 2, c'était 13 ans ouais
non, 15 ans. Honneur, pré-honneur, pas niveau de fou, quoi. Ouais. Pas vraiment un gros niveau. Et en fait, il y a un match où on joue contre les Kazan DH. Et je sais pas pourquoi, me demande pas pourquoi. Contre les défenseurs, je les ai bouffés. D'ailleurs, il y a mes meilleurs amis qui aujourd'hui avec qui je suis c'est mon frérot. Et j'ai marqué 2 buts, passe D. Genre, je sais pas. Tu sais, des fois, c'est ton jour. Ouais. Et à la fin, l'entraîneur, il me dit, ce week-end, en gros, tu viens avec moi, quoi. Le week-end, 3 jours après, ça arrive, je joue, je marque premier but direct. Et après, ça a commencé, j'ai fini la saison avec le Kazan DH, où j'ai pas été trop mauvais. Et puis, il y avait eu les détections à Nîmes, où carrément, je me suis incrusté, alors que je devais pas y aller, c'était même pas prévu que j'y aille, et je me suis incrusté, il y a une place, ouais, vas-y, c'est bon. Et je suis parti avec un de mes meilleurs amis aussi, Thomas, on est parti ensemble, on a fait les détections, et c'était tous les mercredis. Il me rappelait, reviens la semaine prochaine. Et ils étaient intéressés, sauf qu'à un moment donné, il y avait un recruteur des Chamois-Niortais qui était là-bas, qui a appelé, qui a interpellé ma mère. Ouais, votre fils et tout, il est intéressant. Il faudrait qu'il aille faire un essai. Et je suis parti faire un tournoi avec les moins de 16 nationaux. Donc t'arrives, moi j'ai joué encore il y a 6 mois, je jouais contre US, Batarel, Uspeg, des clubs de Marseille. Et au final tu joues, t'arrives, il y a Lorient moins de 16, il y avait Limina en plus à l'époque. Ouais. Tu joues contre Bordeaux, tu joues contre waouh. Et j'arrive il y avait 5 matchs, mais je mets 3 buts je crois, 2 buts. Donc ils sont intéressés et après j'y suis retourné pour faire des essais encore sur une semaine. Et au final, et c'est à partir de ce moment-là où tu t'es dit en fait il y a quelque chose à faire. Ouais, c'est surtout eux, ils se sont dit ça. Ouais. Moi, j'y vais, je me dis bon, j'ai rien à perdre, j'y vais, c'est une chance d'aller en formation. Qu'est-ce qui m'a poussé? C'est juste le fait que c'était mon rêve de devenir footballeur, quoi. Donc c'était mon rêve, mais il y avait très peu de personnes qui croyaient vraiment en moi. Mon père pareil, il m'engueulait parce qu'il me dit ouais, regarde à l'école, regarde tes cousins et tout. Au foot, tu peux oublier, ça y est, tu vois. Et ça, c'est vrai que c'est une phrase, ça reste, tu vois. Déjà, tu pars loin de chez toi. Ouais. Tu pars loin de ta famille, loin de Marseille. C'est surtout ça, en fait. C'est pour ça que ça rejoint ce que je te disais. Ça a été très, très dur les 6 premiers mois parce que tu pars de chez toi pour aller à Niort, qui est pas une ville mignonne, hein. Mais c'est pas une vie, c'est pas Toulouse, quoi, tu vois. T'es loin de ta famille. Le soir, tu rentres pas, t'as pas, en plus, moi, au début, je partageais une chambre avec un coéquipier qui s'appelait Sofiane. Okay. T'es en internat, hein, c'est ça? Ouais, on est en centre de formation, ouais, c'est ça. Donc, moi, j'ai pas ma famille, tu sais, t'as le temps que tu prennes tes repères, tu comprennes un peu comment ça fonctionne, t'es un peu perdu et à côté de ça, t'as tes amis, 15-16, tu commences à sortir, les premières soirées, les premières copines et tout, et te racontent, ouais, si, purée, trop bien, on a rigolé. Toi, t'es dans ton lit, le soir, tu raccroches et moi, je chialais, tu vois. Ah, j'ai vraiment pleuré le soir dans mon lit. Tu pleurais ta mère, tes potes? Non, je pleurais seul. Je pleurais seul sous le coussin parce que Sofiane y dormait. Donc c'était très dur. Et à un moment donné, il y a l'hiver qui arrive et j'arrivais pas. J'avais très très bien commencé. On joue contre Bordeaux, on gagne 2-1. Je fais un gros match, je marque un but. Et après, tu sais, dans l'engouement, t'as toujours le moment où ça monte et comme t'es frais et après ça retombe vite. J'avais pris du poids, l'hygiène de vie, tu sais, j'avais toujours. Tu te laissais un peu aller, quoi. Ouais, parce que j'avais toujours ma situation à Marseille où j'avais mon confort, je mangeais quand je voulais et tout, tu vois, donc tu sais, je réalisais pas forcément comment ça se passait. Et arrivé l'hiver, j'appelle ma mère en pleurant, je dis maman, ça y est, j'en ai marre, trouve-moi un lycée, je rentre et tout. Ah, tu veux rentrer? Ouais. Je dis à ma mère, okay. Vas-y, rentre, je vais me remettre vraiment à fond l'école et tout, tu vois, parce que j'avais plus ou moins délaissé. Même si je continue au Chamois-Niortais, hein. Mais là, j'ai dit, vas-y, foot, c'est bon, c'est pas pour moi, quoi. Et elle te dit quoi? Elle me dit, ok, mon fils, tu vois, t'as ton fils qui pleure, il est pas heureux, donc ce qui compte, c'est que tu veux qu'il soit heureux, donc au final, je rentre à Marseille, et pendant mes vacances, ça m'a fait un bien fou de revoir mes amis, d'être chez moi, d'avoir mon train de vie, et en fait, en voyant, pendant Noël, j'ai parlé un peu avec ma mère aussi, mes amis, ils m'ont dit, ouais, mais frérot, t'as une chance, regarde-nous, tous les matins, on se lève, on va à l'école et tout, et c'est vrai que je me suis remis vraiment en question, et c'est là où je me suis dit, putain, mais en fait, t'as une chance inouïe de pouvoir être, peut-être tu seras pas footballeur, mais au moins déjà de vivre ça, quoi. Ouais, de vivre ça, quoi. Tu te lèves tous les matins pour aller jouer au foot, tes potes, ils se lèvent à 7h pour aller en cours, c'est pas facile, et donc je me suis dit, ouais, réveille-toi, en fait. Ouais. Et c'est là que ça a commencé à un peu, ce truc de
te plains pas trop, tu vois. Au final, enfin, t'as une chance, t'as le droit de te plaindre, on est humain, mais regarde la chance que t'as. Et tu parlais de tes potes restés à Marseille qui, eux, vivent un peu la vie classique, quoi. L'adolescence, la jeunesse, les premières sorties. Toi, t'es frustré de pas vivre ça. Ah ouais, grave. Ouais. Grave, ça devenait limite viscéral parce que ça me rongeait à l'intérieur. Et parce que quand ils me racontaient, je voyais exactement la situation parce que c'est des moments que j'ai vécu qu'avec eux. Ils me racontaient et tout. Bon, et encore, il y a la chance, il y avait MSN, donc, tu vois. Mais c'était, c'est dur. MSN, c'était quelque chose, hein. MSN, c'était vraiment Wiz, quelque chose. tout ça. Les Wiz à l'époque, quand ils disaient dehors et tout, ça whizzait, mais bon. Non, et tout ça, donc c'était vraiment une période vraiment pas facile d'adaptation qui a été très compliquée, les 6 premiers mois. Et après, une fois que j'ai compris la chance que j'avais, que j'ai dit, bon, maintenant, mets-toi un coup de pied au derche et vas-y, quoi. Et tu verras bien comment ça se passe, quoi. Donc, et la deuxième saison, c'est là où vraiment j'ai commencé à vraiment pré-saison être performant, à marquer tous les week-ends ou tous les lundis. Le coach il m'appelait dans le truc, il y a ce club qui s'intéresse, il y a ce club qui t'a vu, il y a ce club et tout. Vraiment, j'étais en. Donc ça y est, t'étais un peu lancé. Ouais. Comment t'as vécu, enfin comment tes autres coéquipiers vivaient de leur côté l'expérience? Tu le sais ou est-ce qu'en finale au final, tu sais, c'est en finale on rigole ensemble, mais le soir quand t'es dans ton lit, t'es seul, tu vois, et c'est là où tu sais pas vraiment, tu vois, tu vois toujours les mecs qui partent, toi t'es encore là, au revoir, ils rentrent chez eux, ils sont pas gardés, ils pleurent dans le couloir. À 17 ans, 16 ans, c'est très très dur, tu vois. C'est pas du tout facile. Je pense que tu l'as vécu aussi au TFC, tu vois. T'as de la compassion, mais c'est un peu ingrat. T'as de la compassion, mais tu te dis, ouais, mais moi ça va, tu vois, je suis là. Mais au final, tu dis c'est un truc qui peut t'arriver aussi. Donc il faut que tu te battes en fait, parce que on va pas te faire cadeau. Clairement. Mais par contre, c'est vrai que j'ai la chance, c'était un club familial, et je pense que de toutes mes informations, même si au TFC on a beaucoup rigolé, ma deuxième année au Champ, j'ai jamais autant rigolé parce que j'étais vraiment moi-même. Il y avait vraiment un lien de la première année qu'on s'est créé, et comme on gagnait, tu sais, cohésion de groupe, ça aide énormément. Donc on partait dans les minivans avec l'entraîneur, c'était un plaisir. Ouais, même si on avait 2 heures, 3 heures de route, on mettait la musique, on rigolait et tout. Franchement, ça a été mes meilleures années. Tu sais, tu restes dans les chambres, tu parles jusqu'à 3, 4 heures du matin, tu parles de foot, c'était, non, franchement, des liens, ouais, franchement, de ce côté-là, des gens, des intendants, l'intendante et tout, enfin, c'était comme une maman à nous aider parce qu'on était loin, tu vois. Mais après, les coéquipiers, tu parles un peu, mais, tu sais, je pense qu'à 15-16 ans, tu peux encourager, mais je sais pas si t'as assez le recul et la maturité pour comprendre vraiment la situation dans laquelle ton coéquipier se trouve, une blessure, ça traîne, il retrouve pas son niveau, un problème personnel, un problème familial, tu vois, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Donc. Et est-ce que le fait, tu l'as peut-être connu à Niort, mais ça a peut-être été, on va dire un peu plus intense à Toulouse, mais est-ce que le phénomène de la concurrence, parce que moi c'est quelque chose que je trouve qui est hyper intéressant et dont on parle peu, mais est-ce que ça aussi fait que tu cherches pas forcément à savoir comment vont les autres, tu traces ta route, quoi? Bah, en fait, c'est ça. Moi, je trouve que tu as 2 types de concurrence. Tu as la concurrence saine, où on s'entend super bien, comme moi avec Dooms, tu vois, Amadou au TFC. Mais je savais que c'était lui ou moi, tu vois. Mais on s'entendait super bien. Encore aujourd'hui, on s'écrit de temps en temps, on se félicite quand il y a un but et tout, vraiment. Et tu as la concurrence où tu sais que c'est limite, tu dis. C'est toi ou lui. Non, mais tu dis s'il se blesse, ça m'arrange, tu vois. Ouais. C'est la vérité. Tu as déjà pensé? Ouais, j'ai déjà pensé. C'est pas que tu le souhaites, mais tu sais, des fois, moi, j'ai jamais eu de problème. Tu me respectes, je te respecte, je suis cool, j'aime bien mettre l'ambiance. Mais si tu fais le mec avec moi, que tu fais un peu mec hautain et tout, ok, j'ai compris. Mais par contre, tu vois, genre, je vais pas te souhaiter que tu marques un but, je vais pas te souhaiter, je suis sur le banc, tu vois, je regarde, je dis putain, j'espère qu'il va pas marquer, j'espère qu'il va rater. Alors qu'en soi, pour l'équipe, c'est mieux qu'il marque, c'est mieux pour tout. Mais toi, tu vois, t'es là, tu dis. Bah, le foot, c'est un sport quand même assez particulier. Hein. Tu joues en équipe, mais c'est très individuel. C'est pour toi. Quand tu signes ton contrat, t'es seul. Quand t'es pas gardé, tu vides ton casier, t'es seul. Tes copies disent au revoir. T'en as à peine qui va dire bon courage, hein, all the best. Parce que c'est vrai qu'il y a des matchs, il y avait un mec, je pouvais pas me voir. Je devais lui faire la passe. Je fais pas la passe. C'est débile. Mais sur l'instant T,
quoi, je vais te faire un cadeau alors qu'on n'est pas potes et tout. Je préfère limite tenter moi, quitte à ce que je perde, ou alors attendre. Alors qu'en soi, des fois, c'est illogique de penser T'as déjà comme ça. vu vraiment des concurrences hyper malsaines dans tes clubs? Je voyais dès que ça, tu vois, ça se respectait, bonjour. Mais en gros, si maintenant moi, j'allais être sur le défenseur et que je lui mettais un coup, que je le blessais, je savais que ça allait l'arranger, tu vois. Ouais, Tu vois. Il y a un joueur, des fois, il venait me voir, il me disait, laisse-le. quand j'étais à Zlin, quoi, il me disait, vas-y, tu vois, pense à moi et tout. T'es marrant, toi. Ça marche pas comme ça, tu C'est vois. fou, quand même. Ouais, mais Après, ça marche comme mais ça. c'est pas, c'est le milieu, il est comme ça. Mm. Le milieu, il est comme ça. Donc, je trouve que c'est très, très rare que tu gardes, tu vois, le nombre de joueurs que tu rencontres dans ta vie, dans ma carrière que j'ai rencontré, c'est très, très rare que tu gardes une très, très bonne, oui, il y a des joueurs, je sais qu'on est très, très, on se parle et tout, on va se revoir après, tu vois, tout le monde s'écrit de temps en temps et tout, mais, je parle au niveau professionnel, hein. Sur le nombre de joueurs que tu rencontres, combien avec qui tu restes vraiment vraiment ami. ami, il y en a très, très peu. Toulouse, Ouais, tu as la chance de jouer un match en pro. ouais. Tu as des souvenirs encore de ça? Ouais, bah, Toulouse, j'ai tout, j'ai l'impression que c'est un film, tu vois. Coupe de la Ligue? Coupe de la Ligue, donc il y a Dooms qui prend carton rouge contre Nice. C'est pour ça, des fois, les gens se rendent pas compte. La chance, il faut la provoquer, mais des fois, il faut vraiment que tu aies une chance, mais un cul, mais comme ça, genre. Dooms, carton rouge. Zaïk Pancote, blessé. Oumou Boulout, il arrive, il est parti avec la sélection. Et Emmanuel Rivière, claquage. Tu imagines quand même. C'est un truc de fou. Enfin, tout s'aligne. Tout s'aligne. Le lundi, il me convoque dans son bureau. J'ai jamais été là-bas, traverser le terrain pour aller là-bas, j'y suis jamais allé. J'y arrive et tout. Bonjour. Il me dit, comment tu te sens? Je dis, ouais, ça va. Même si j'étais mort et tout, ouais, ça va. J'étais obligé. Ouais, non, tout va bien. Ouais, t'es prêt? Ouais, tu te sens comment? Ouais, ça va, tranquille. Alors qu'en fait, je stressais de fou. Et il me dit, bon, bah, tu vas démarrer. Tu connais le schéma. Tu sais comment on joue. T'as fait la prépa avec nous. Moi, ce que tu m'as montré et tout, la prépa, l'attitude et tout, ça me plaît. J'aime bien maintenant. À toi de montrer ce que tu vois. J'ai acheté 2 packs d'eau, frérot. J'ai acheté 2 packs d'eau. Les jambes en l'air, je le faisais 4 fois dans la saison. Là, je me prenais pour un pro, je me prenais pour Cristiano. Jambes en l'air et tout. Alors, temps pour dormir, c'est au moins 8 heures. Ok, d'accord. Des pâtes et tout. Genre, vraiment, je me suis dit, peut-être, ça va être la seule fois, il faut que je mette toutes les conditions. J'allais pas le temps d'aller au Capitole, faire une balade. Là, tu restes chez toi. Je reste chez moi. Voler baissé, je reste chez moi, je vais en condition et voilà. T'arrives à dormir quand même? Et ça a été très compliqué. J'étais fatigué, mais l'excitation que j'avais en moi a fait que j'avais du mal à trouver le sommeil parce que on te dit souvent, on fait pas le match avant, mais j'ai fait que ça. Moi, c'est un sujet, c'est un sujet de fou. Moi, j'ai jamais dormi les veilles de match. Mais jusqu'à ce que j'arrête, hein, mais impossible, jamais. Impossible. Toute la semaine, bien. Et le fait que tu te dises qu'il y a un match qui arrive, c'est comme si tu joues déjà le match, t'as l'adrénaline qui monte. Et je dors pas les veilles de match et je dors pas après. Ah ouais? Impossible. Moi, ça m'arrive quand c'est des matchs à enjeu un peu. Ouais, au niveau. Quand tu sais que tu vas jouer contre un gros club, quand tu sais que c'est là que ça m'arrive. C'est vraiment là où des fois il est 2h du matin. T'es dans le lit comme ça, tu te dis mais il faut que je dors là, je dois dormir là. On se réveille là, et je vais être KO sur le terrain. Tu peux te blesser, Au final ça avec l'adrénaline, tu vois. Mais il y a des fois où c'était vraiment très très dur. Tout le monde qui m'appelle et tout là, ça aide pas non plus l'engouement et tout. Il te sauce. Frérot, on va être ensemble, on va être avec toi, on va regarder le match, on est chez ta mère et tout là. Ouais, donc t'as ta pression à toi, la pression du coach. La pression de l'entourage aussi. La pression de l'entourage et me dire que ce match-là, ça peut changer ma carrière derrière. Tu vois. Ça peut être le démarrage de ma carrière en tant que professionnel. Et là, tu dis, donne tout. Même si t'es mort à la 50e, quoi que ce soit, donne tout. Et c'est ça qui m'a fait défaut parce que déjà on joue, il faisait super chaud, le stress et tout. Moi, je cours partout. Tu sais, je gère pas mes efforts. Je me dis, j'ai une bonne VMA, c'est bon, facile. Mais avec le stress, j'ai pas géré mes efforts. Et bon, déjà, je me dis, si déjà je frappe une frappe cadrée, je suis content. Même si je taupe la terre, elle fait ça et tout, c'est une frappe. Tu vois ce que je veux dire? C'est une frappe, je suis content. J'ai ma stat, c'est bon, frappe cadrée 100%, Boguel.
Et là, je sais pas pourquoi, Adri contre-attaque, Adri me donne une balle, topée. J'arrive à faire un bon contrôle. Je frappe, ça touche l'épaule, elle part en lucarne. Mais alors, j'avais jamais ressenti un moment aussi orgasmique. C'est vraiment le terme. Je peux même pas t'expliquer. Genre, je marque et quand je me dirige vers le poteau de corner, j'entends plus rien pendant 2 secondes. Ouais, t'es dans ton truc. Ouais, j'entends plus rien. Silence radio. Et là, je dis, putain, j'ai marqué. Là, tout le monde arrive, Etienne, tous et tout. Là. Et moi, dans ma tête, je sais il y a ma mère, tout le monde, ma famille, tout le monde regarde le match, quoi. À Marseille. Donc là, c'était un moment, mais. Tu le regardes des fois encore, là Plus aujourd'hui, mais pendant la saison où on était, je le disais pas, mais je rentrais, le soir même, le but, je sans mentir, je le regardais au moins 50 fois. Et à la mi-temps, je suis cuit. La mi-temps, hein. Alors que j'avais une VMA de mal. Frérot, j'étais cuit. Je me dis, on peut me masser tout. Casanova, il arrive, il dit, massage de quoi, qu'est-ce que ça? Comment ça? T'es déjà mort, toi? Je sais pas, frérot, je peux, tu vois. On gagne à 1-0, s'il te plaît. Ça va, genre avec quoi, quand même, tu vois. J'ai marqué et tout, tu vois. Et dans ma tête, et c'est là où tu dis, c'est ingrat, parce que dans ma tête, je dis, au pire, si on perd. Moi, j'ai fait mon taf. Moi, j'ai marqué. Pas pro, ça y est, moi, je peux pas faire plus là. Bah, t'as des débuts rêvés, en vrai. Ouais. C'est rêvé. C'est ça. Et le problème, c'est qu'après ça, t'as Emmanuel Petit, en sortant du stade, qui vient te voir et tu te dis, putain, je savais pas quoi, il jouait aujourd'hui et tout. Tu vois, compliment. Les gens, ils te regardent, bravo, tu marches sur le pont, tu vois, qu'on allait chez nous, là. Ouais. Ça y est, t'es quelqu'un. Ouais, en fait, c'est ça. À ce moment-là, tu dis, putain, je suis quelqu'un, en fait. Enfin, on me reconnaît, genre, on sait qui je suis. Incroyable. Et après, derrière, ça a été un cauchemar parce que j'ai un début pubalgie. Je voulais pas le dire parce que potentiellement, parce que c'était 2 semaines après, je crois. Et Casanova voulait me faire débuter contre Caen. Sauf que ça part d'un bon sentiment. Ben oui, c'est pour ça, en fait. Parce que je voulais serrer, je voulais pas, sauf qu'à un moment, je savais pas, moi, que j'allais jouer, je l'ai su après. J'ai une pubalgie, tu forces un peu, des fois. Mais là, toi, c'était impossible. Je pouvais même pas marcher. Je pouvais même pas, je te jure, après le match, je pouvais même pas marcher. C'était, tu sais, on s'entraîne sur les synthétiques la semaine, tu joues les terrains gras, pêche David et tout là-bas, dans des patelins. Moi, avec ma grande taille et tout, ça m'a, genre, si vraiment je pouvais, je l'aurais fait. Et après ça, Après ça, pubalgie, ça traîne. Tu joues pas, t'arrives pas performant. Et au final, j'ai bien fini. J'ai quand même bien fini à la fin de la partie saison, mais le train est passé. C'est fou parce que à partir du moment où j'ai su que je t'ai pas gardé, c'est là où j'ai tout relâché et c'est là à l'entraînement où j'étais vraiment bon. Je pense que le fait de plus avoir ce stress, cette pression, cette pression de est-ce que tu vas te garder ou pas, maintenant je sais que je suis pas gardé, j'ai plus rien à perdre. Ouais. Je joue relâché et c'est là où j'étais c'est là où j'ai montré vraiment la meilleure version de moi-même. Ouais. Donc, comment tu vis toi ce moment-là, c'est franchement, ça a été très très dur. J'en ai pas forcément parlé, mais j'en ai pleuré un soir. On va croire que je suis une pleurnicheuse. Il pleure beaucoup, lui. Hein. Il pleure beaucoup à 16 ans. Là. Si tu veux pleurer, pleure. Non, ouais, si tu veux dire pleure, ça fait du bien. Tu vois la rêve. Et c'était ça, en fait. Et en fait, je m'en suis voulu parce que je me suis dit, putain, j'étais à Toulouse, une ville magnifique. Un club où le coach, il fait confiance aux jeunes. Il t'a fait confiance. Et ça m'a fait mal. Ça t'a coupé un peu. Ouais, ça m'a fait mal. J'ai fait tout ça pour ça, je suis parti depuis 15 ans. Mais tu le sais, en final. Tu sais que. C'est le jeu, hein. C'est le jeu. Ton flambeau, donne ton flambeau et. Ouais, là, toi, tu l'apprends durement, quoi, en fait. Ouais. Tu rebondis comment? Est-ce que déjà t'es motivé et t'as envie de poursuivre ce rêve? Ouais. Ok. Donc, mais en fait, dans ma tête, moi, je me dis à ce moment-là, c'est fini. Au pire, tu vas être genre un bon joueur de CFA, voire national. Ce qui est bien. Ce qui est bien, tu vois. Ce qui est très bien, bien sûr. Mais on va pas se mentir. C'est pas ce que tu veux. Ouais. À ce moment-là, tu veux Ligue 1, voire Ligue 2, et tu veux passer sur Téléfoot, sur Bein, tu veux, voilà, tu vois, les interviews, tu veux que tes familles puissent te voir. Donc, il y a l'agent de Aymen Abdenour, qui me contacte. Il me dit, écoute, moi, je suis très bien à Tours. Max Marty et tout là-bas, je suis très bien à Tours, ils sont intéressés. Est-ce que toi, moi, dans ma tête, de toute façon, et les Herbiers ou Tours? Oui, vas-y, je prends le train si tu veux, Blablacar, je sais pas, mais je viens, quoi. Et elle me dit, après, il y a l'Espérance de Tunis. Donc, l'Espérance de Tunis qui vient de gagner la Ligue des Champions africaine, qui est un très bon club en Tunisie.
Mais je me suis dit, peut-être que moi, en étant français, en plus de ça, si je performe, sachant que dans un petit club qui a besoin peut pas acheter un attaquant de qualité à poser un gros chèque sur la table, je me suis dit ça, si je joue avec la Ligue africaine ou quoi, c'est quand même un bon niveau, c'est regarder. Je dis, tu vas. ouais, on y va. Et en plus, le jour où je signe, je devais passer mon bac pro. Tu le passes pas? Ben non, j'y vais pas. Ah ouais. Ma prof principale. Mais monsieur Vogel, mais vous êtes où? Mais on vous attend, vous avez fait une superbe année, votre dossier s'était fait et tout. Je suis en Tunisie. J'ai dit, oui, mais je suis en Tunisie. Mais comment ça en Tunisie? Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous foutez en Tunisie? Elle me dit ça, mais qu'est-ce que vous foutez en Tunisie? J'ai dit, je signe mon premier contrat pro. Entre signer un bac pro, j'ai rien contre ça, mais c'est pas ce que j'aspire. C'était ton rêve. C'est mon rêve, et on me propose 6 000 euros net. Ouais. Et ton bac pro, désolé, tu vois. Ouais. Même si c'est vrai que sur le papier, j'aurais pu attendre un jour. Mais dans l'instant T, j'ai écouté, je vais pas le, votre bac, je vais pas le faire. Voilà, je viens pas, je veux pas le faire, c'est mon rêve, je vais signer pro. Donc je pars en Tunisie. Tout seul? Je pars avec ma mère. Okay. Mais en plus, attends, j'arrive en Tunisie, t'as l'impression que c'est Cristiano qui a signé. Hein. Ah ouais? Escorte, police et tout, m'emmène dans le quartier. Alors qu'en fait, j'ai juste marqué un but, j'ai joué 60 minutes en pro. J'ai rien fait du tout, vraiment rien. Boguel, attaquant de Toulouse et tout, ça parle, je suis dans le truc, ça parle à la radio, le chauffeur me dit, hey, il parle de toi à la radio et tout. T'es saucé un peu? Mais de fou! Mais saucé, mais je me dis, je vais avoir une villa, je vais avoir mon range, tu vois, au Ramadan, là-bas. Mais de fou! Et au final, j'ai compris qu'au final, plus tard, c'était juste du business, tu vois. Ok. C'était du business entre le directeur sportif, qui lui en plus il a dragué ma mère dans mon dos, je l'ai su après. L'agent Kader Djilali qui a pris son chèque. Il a pris son chèque et ça a été un calvaire. J'ai fait 6 mois à l'hôtel où en gros tellement on voulait plus, je suis resté, j'ai fait 45 minutes un premier match amical. Je marque 2 buts, ça se passe bien. Je vais voir je vais voir le directeur. J'ai dit monsieur Bénour, j'ai besoin d'un truc là. Il me dit ouais. T'inquiète, de toute façon, toi, c'est réglé. Mais 2 mois après, hein. De toute façon, c'est réglé. Je crois que c'est ce qu'il me dit. Je vais voir le coach, Nabil Maoul. Je dis, ouais, monsieur Maoul, le coach, je comprends pas. Pourquoi je joue pas? Là, le directeur, il me dit ça. Il me dit, écoute, je sais que t'as envie, mais il faut que tu sois patient. Là, c'est pour préparer le fait que l'autre attaquant allait partir, un Camerounais, Njang. Sois patient. Je dis, oui, mais là, je suis même pas sur la liste. Il y avait possibilité de rajouter un joueur. Il y avait une place de libre, ils m'ont même pas mis. Pour la Ligue des Champions? Ouais. En championnat, je joue même pas. Je joue même pas que l'équipe réserve. Ouais, qu'est-ce qui se passe, quoi, ouais. Tu vois. J'ai toujours pas ma maison, où il y a personne qui fait l'effort pour m'aider à avoir ma maison. Et au final, genre, il me dit, quand je lui dis, ouais, mais monsieur Bémour, il m'a dit que ton cas, il est réglé, quoi. Il me dit, ah, il t'a dit ça? Je dis, ouais. Il me dit, après, tu sais, c'est le foot, hein. Ah ouais. Écoute, je suis rentré dans ma chambre. J'appelle ma mère. Je pleure. Au moins, tu pleures à quelqu'un. Je pleure. Le réflexe, c'est le réflexe, 19 ans. C'est ta mère. 19 ans. Ouais. Genre, c'était un calvaire. Genre, quand à Toulouse, j'ai pleuré, mais c'était plus de la frustration. J'étais pas en mode. Non, là, j'ai vraiment tout lâché parce que j'étais vraiment dégoûté. Mais en fait, c'est quoi? C'est un enfer. C'est le fait d'avoir espéré. Ouais, de fou. Je voyais en plus le stade de Radès, ambiance de malade, grosse ambiance. Ligue des Champions africaine, c'était vraiment, je pensais pas, tu vois. Je suis à côté de Marseille. Je lui dis, si je marque ici, j'aurai une porte, pas pour aller en Ligue 1, mais peut-être en Ligue 2, et tu vois. C'était vraiment dans ma tête le projet. Et j'arrive, ça se passe pas du tout comme ça. Et au final, résiliation 6 mois après, j'ai dû tout faire. L'autre, là, il est même pas venu m'aider. J'ai dû tout faire tout seul. Tout seul. Il est venu juste le jour pour prendre de signer et tout. Je l'appelle une semaine, pas de nouvelles. Au bout de 10 jours, je dis, bon, le mercato, il ferme bientôt, là, dans 3 jours. Oui, t'inquiète, c'est réglé. Ça sert à rien que tu m'appelles, je t'appelle. Il m'a jamais rappelé. Un classique. Il m'a jamais rappelé. Donc, toi, t'es là, je reviens, Pôle emploi, chômage. La vraie vie, quoi. La vraie vie, quoi. Tu retournes chez ta mère. Donc, au final, j'avais un peu laissé le foot de côté pendant 1 ou 2 mois. Parce qu'il fallait que je me vide la tête. J'avais la chance, j'avais ma copine à l'époque. J'avais mes meilleurs amis et tout. Donc t'es quand même entouré, t'es pas seul. Franchement, à vivre ça. J'étais de ce côté-là, bien entouré, ça m'a fait du bien. Pendant 6 mois, sans club. Il y a un agent qui me contacte. Il me fait faire des essais. Mais sauf que physiquement, je suis cuit.
Je suis mort, j'ai rien fait pendant 2 mois parce que j'avais envie de le foot là, ça m'a. Tu t'es vidé. Ouais. Là, elle me dit de faire des essais, t'es bien. Ouais, ça va. Ouais, j'allais 2 fois à la salle et j'ai couru 2-3 fois. Et j'ai un autre essai en Belgique. Le premier jour, ça se passe bien, pareil. Sauf que le jour d'après, on devait venir me récupérer à l'hôtel. Il y a personne qui vient. Donc j'appelle l'agent à l'époque, je dis ouais, Cédric, il y a personne qui vient me chercher. Il me dit comment ça? Je dis ben ouais, je suis à l'hôtel là. Mais je vais aller à pied, tu vois. Tu vois, je suis motivé, il y avait 30 minutes à pied, vas-y, j'y vais. Tu l'as fait. Il faisait froid, je mets mes écouteurs et tout, vas-y, j'y vais à pied. J'arrive juste après le petit-déj. Il y avait Jules Livo, c'était un jeune de Marseille qui était là-bas. Je dis ouais, il y a personne qui est venu me voir. Il me dit ah ouais et tout, ouais. Ah, je sais pas et tout. Je dis bon, moi je me change quand même. Je me change. Il y a un des intendants, des assistants qui vient me chercher, il me dit tu peux pas t'entraîner. Je dis comment ça? Ouais, coach, il veut pas de toi. Je dis comment ça? Mais c'est lui qui t'a fait venir, C'est non? lui qui m'a fait venir. Ouais, mais il veut pas de toi. Bon, toi, tu t'es là, tu subis. Ben, je suis là encore. T'as fait 30 minutes à pied. Putain, mais c'est qui encore qui c'est qui m'a marabouté? Qu'est-ce que j'ai fait et au final, je repars. Je rentre à Marseille. Là, t'es toujours aussi déterminé malgré le Portugal, malgré la Belgique. Ouais. Je suis quand même. J'ai dit de toute façon, je veux faire ça. Je me vois pas revenir à Marseille. Je me vois pas forcément jouer en CFA2, avoir un petit boulot pour la mairie et tout. C'est pas dans ma tête. Je me suis pas programmé pour ça. Je fais un essai en Hollande, RKC Volwijk. Et c'est encore une fois la chance, tu vas voir la situation. J'arrive là-bas, entraînement et tout, même pas. Direct match le lendemain. J'arrive, je joue la première mi-temps, je marque 3 buts, je fais une passe D. Donc je prends ma douche, je vais pour repartir avec le gars de mon agent qui était sur place, avec qui on allait repartir à Amsterdam. Je vois le directeur qui court comme ça. Hey, wait, where do you go? Je dis, ben, on retombe ça. Non, you have to wait. L'autre attaquant, qui était l'attaquant un peu star, tu vois, qui arrive, il s'est au bout de 10 minutes croisé. Je te jure. Wow. Croisé. Donc, saison finie. Et donc, il leur faut un attaquant. Il faut un attaquant. Moi, j'arrive, j'ai fait bonne impression. Bon, ouais. Et je signe. Et je fais mon premier contrat, 2500 € net. Moi, je m'en fous. Dans ma tête, j'étais pro. 2500, c'est très bien. Pour ce que je veux maintenant, je veux juste jouer. Là, avec tout ce qui m'arrivait, je veux juste jouer. Et là, tu revis. Ouais. Non, franchement, la Hollande, c'était vraiment. Franchement, ça m'aurait pas dérangé de faire toute ma carrière là-bas. Ok. Parce que c'est très ouvert, box to box. Même des fois, les 2 derniers peuvent avoir 3 € à la mi-temps, ça finissait 4-3. C'était très ouvert. Ouais, tu faisais tout avec la balle et tout. Non, franchement, la Hollande, j'ai vraiment les Pays-Bas, j'ai vraiment kiffé. Mais tu pars en République tchèque. Eux, ils voulaient que je reste, mais moi, j'avais pas signé pour jouer en 2e division. Et j'ai ce même agent qui me dit, écoute, il y a un club à Prague. Ils sont intéressés, 1re division. L'entraîneur adjoint, Sorou Parek, il parle français. C'est un très très bon défenseur qui a joué au Racing Club de Strasbourg à l'époque, très connu. Est-ce que ça te dit? Tu vois, moi je suis un globe-trottoir. Je lui dis vas-y, on y va. Toi, ça te fait pas peur parce qu'en plus je pars à l'est. Hein. Je vais à Prague. Tu sais, là, t'es des gens, Prague, c'est en Russie, quoi. Pourquoi tu vas à Prague là? Qu'est-ce que tu vas y foutre à Prague? Il y a encore 30 ans, c'était communiste et tout. T'es fou, toi. Mais au final, je me suis retrouvé en Tunisie. Et je me voyais, en fait, l'ambiance en mode France, tout ça et tout là. Tu voulais mettre ça de côté? Ouais, je voulais vivre mon expérience et comme Hollande, ça s'était bien passé au final. L'adaptation, l'anglais se développe, je parle de mieux en mieux. Vas-y, je suis à Prague de toute façon. J'ai 20 ans, qu'est-ce que j'ai à perdre? Vas-y, on y va. T'es seul aussi? Je suis seul. Non, j'avais ma copine. T'avais ta copine mais aussi? Mais c'est pas comme si elle habitait avec moi ou quoi que ce soit, tu vois. Donc j'avais vu les vols, ça va, il y avait pas des vols tous les jours, mais je suis en Europe, quoi. Parce que tu y es resté longtemps au final en République tchèque, t'as fait 3 clubs. Ouais, 8 ans. Ça. Super expérience au final. Enfin, si t'avais un mot à décrire de la République tchèque, ton parcours là-bas. La République tchèque, très beau pays. Pour moi, Prague, c'est une des plus belles villes d'Europe. Voire la plus belle. Vraiment, même mes potes, au final, ils se disent Prague et tout le monde est venu, tout le monde a adoré. Mes potes, c'est là ils ont commencé à parler anglais un peu. On sortait en boîte de nuit avec les filles parce qu'au début ils me disaient ouais JD, vas-y dis-lui. Les gars, j'ai pas que ça à faire en fait. Apprends l'anglais. Je sais pas, fais un truc, regarde un film, apprends l'anglais, mais arrête là, c'est bon. Et non, ville magnifique, très belle culture. Et au final, je me suis dit, je pensais ça en reviendra le racisme et tout ça et tout. J'avais un peu d'appréhension. Dans la vie de tous les jours, j'ai eu 0 problème, rien. Vraiment.
moins des situations ambiguës que si j'étais en France, tu vois. Ok. Bon, après, je suis à Prague, hein, capitale, beaucoup de tourisme et tout, donc ça aide. C'est ouvert, un peu plus cosmopolite Voilà. que les Ouais. autres villes. Mais au final, j'ai vécu. Je pensais vraiment pas rester 8 ans. Donc j'arrive là-bas en République tchèque. Je commence la saison, mais super bien. Ça parle de moi et tout, genre potentiellement pour aller dans les meilleurs clubs. Ok. Et en fait, en République tchèque, il y a un truc, c'est qu'avant les fêtes de Noël, avant qu'on parte en vacances, il y a un match. C'est un match pour une association. Tu joues contre des clubs amateurs. Comme ça, ils sont contents. C'est vraiment chill, hein. Moi, je voulais pas jouer ce match. J'ai dit, ok, je veux pas jouer ce match-là. Je préfère aller courir et je rentre chez moi. J'ai pas envie de me blesser bêtement. Ils me disent, tu joues 45 minutes, ils sont contents, ils jouent contre toi. Ok. On joue 45 minutes. Je fais un grand pont. Je vais au poteau de corner. Je vois le mec qui arrive, donc je vais pour protéger. Et là, il me charcle par derrière. Mais il me prend la cheville. Même toi, t'as même pas fait ça. Même toi, tu m'as jamais fait ça. Même Thibaut Père, c'est une vraie c'est tac de trop boucher. Ouais. Il m'a jamais fait ça. Et là, il me tue la cheville. Je sens que ça pète. L'entraîneur, donc, à chaud, à l'adrénaline, j'arrive à marcher jusqu'au vestiaire. Il me dit, mais non, t'inquiète, c'est une entorse. Écoute, gonflé. Ça gonfle. Gonflé, mais je te jure, c'est incroyable. Et en fait, j'avais rupture partielle du ligament. Ah ouais. Et ouais, rééducation. Et après, donc ça coupe un peu dans ton élan. ouais, ça me coupe dans le parce que j'ai fait 15 matchs, 6 buts. J'étais bon, tu vois. Cette blessure-là, ça a déréglé plein de choses dans mon corps. Je revenais, j'avais toujours un truc, j'avais un problème là. Après problème, ma grand-mère qui décède de cancer du pancréas. Première rupture amoureuse. C'était au même moment, tu vois. Ça a été très, très... Mentalement, je me blessais tout le temps. C'est-à-dire que des fois, tellement j'étais plus concentré sur ce que je faisais. C'est-à-dire, on joue le samedi ou le dimanche. Le jeudi, je sortais, tu vois. Je buvais pas ou quoi, mais je sortais. Je buvais mon verre, je rentrais à 3h du matin. C'était ton échappatoire. Ouais. C'était, voilà, extrêmement échappatoire parce que j'étais pas bien. T'as réussi à en parler de ça, de cette période Non, parce que je voulais, comme je t'ai dit, ma mère, elle est loin. Ouais. En plus, ma mère, c'est pas comme si c'était une stressée de la vie. C'est une stressée de la vie à son extrême. Donc tu veux pas l'inquiéter. Je veux pas l'inquiéter. Surtout qu'elle mes est amis, loin. je me dis, qu'est-ce qu'ils en ont. Tu vois, je me voyais pas leur dire, ils me disent, mais tu joues au foot, en fait, tu vois. Donc j'avais pas vraiment, j'ai la chance, c'est que j'ai un ami, un joueur avec qui on a joué ensemble, lui il a arrêté, mais c'est un de mes meilleurs amis, on est devenus très potes, il était là, donc j'avais quelqu'un avec qui je pouvais me changer les idées, boire un verre, sortir et tout, ça m'a fait beaucoup de bien. Ouais, ça a été une période très compliquée. Tu vis ton truc. Surtout je pense d'avoir le décès de ta grand-mère, où tu sais que 10 jours avant, tu fais un FaceTime avec elle a un cancer du pancréas. Ça va m'aimer et tout, ouais, ben j'arrive dans 10 jours, je devais l'avoir. Et au final, 10 jours, fini, au revoir. Donc, t'as eu envie de rentrer un peu ou... Pardon ? T'as eu envie de rentrer en France ? Ouais, à un moment donné, j'avais envie de rentrer. À ce moment-là, j'ai dit, j'avais envie de rentrer. J'ai dit à mon agent, vas-y, trouve-moi un truc en France, là, je pense qu'il faut que je rentre dans mon pays, où je connais, ça parle ma langue. J'avais besoin de rentrer, de me changer les idées. Je pense que la République tchèque, je suis un peu, reviens un peu sur des bases où refais-toi une santé. Première rupture amoureuse, ça a été très compliqué aussi. T'as 21 ans, tu vois, tu penses que c'est la femme de ta vie, tu vas faire tes enfants et au final, bah non, frérot. Et au final, je rentre en France. Le coach, dernier match, on joue, hein. Je suis sur le banc, il serre la main à tout le monde en disant bonnes vacances et moi, il me nexe, genre, il me regarde même pas. Et ils me disent, ouais, bon, monsieur Boguet, c'est pour te dire qu'on ne garde pas. Donc si tu veux signer ici, ben non, en fait. Il signe quoi? Tu crois quoi? Genre, pour eux, c'était comme ça. Genre, ben en fait, nous, on décide, on te garde pas si tu veux signer ici. Ah ouais. Et 3 mois avant, ils m'avaient tous réunis, directeur sportif, directeur général, le boss, l'entraîneur dans un bureau. Ils m'ont pris en grippe, en mode, ce que tu montes en terrain, c'est pas ça. On veut que tu baisses ton salaire. Okay. J'ai dit, ben non, en fait, c'est pas comme ça. C'est mon contrat, en fait. Je suis comme si vous pouvez pas changer. Ouais, non, tu baisses ton salaire parce que sinon, on a des trucs contre toi. Parce que des fois, je demandais au coach de rester un jour en plus en France et il me donnait l'autorisation. Sauf qu'en soi, il n'y a pas de preuve. Donc, s'il pouvait se retourner contre moi, tu vois. Donc, c'est plein de trucs comme ça. J'ai mis, putain, c'est ça le foot, en fait. Encore une fois, tu vois les mauvais côtés un peu du truc. C'est ça le foot. On te prend en grille comme ça. T'es loin, c'est pas ton pays et tout. Parce que tu marques pas, parce que t'as eu du mal à revenir, t'as un décès, t'as un truc. Et ils s'en foutent, ils en ont rien à foutre. Nous, tout ce qu'on voit, c'est que t'es pas performant. En soi, c'est vrai. On a tous nos problèmes quand tu vas au boulot, mais à un moment donné, j'ai pas eu un accident de voiture, j'ai un décès en fait. Ouais. Donc c'est pas,
Ma grand-mère, elle a fait beaucoup pour ma mère, tu vois, donc qu'elle soit... Et j'étais vraiment dégoûté. Quand même assez mouvementé, ton Ouais. expérience en République tchèque. Et puis surtout le problème du racisme. C'est ça. Ce qui arrive. Et ça m'a tué parce que c'était dans une période où j'étais performant. Covid arrive. Ouais. Tu vois pas ta famille, le championnat. Il y a eu trop de trucs ça a changé la vie de tout le monde, tu vois. Footballeur, peu importe ton métier, ça a changé la vie de tout le monde. Puis après, nous, on avait droit à 10% de la capacité du stade. Okay. Voilà, avec test, PCR et tout. Donc on joue un match. Supporter, c'était une quarantaine. J'obtiens un corner sur le côté. Et je vais pour mettre la balle et je les regarde. Et là, je vois 40 personnes. Cris de singe. Donc tu les vois bien parce que t'es comme proche. Toi et moi. Ouais. Sauf que toi, t'es juste là. Moi, je suis sur le terrain. Toi, t'es là. Cris de singe dans ma gueule, en fait. Excuse-moi de dire le terme, mais vraiment, c'est vraiment le terme. Genre, je les affronte comme ça, tu vois. C'est quoi le truc qui te vient en tête quand tu vois ça? T'as envie de monter dans les tribunes et t'as envie de les dégommer, tu vois. Sauf que t'as une image à tenir. Ça va se retourner contre toi. Parce qu'il y aura des images. À l'instant T, j'ai envie de les massacrer. Vraiment. Donc c'est tout de suite la colère. Ouais, sauf que je vais voir l'arbitre. Je garde la lucidité, je vais voir l'arbitre, je dis, vous avez entendu, là. Me dis pas, vous avez pas entendu, vous avez entendu. Il y a 40 personnes dans le stade, vous avez entendu. J'ai pas entendu. T'as pas entendu? Ok, t'as pas entendu. Et là, je suis sorti. Je suis plus dans le match, en fait. On arrive à la mi-temps, je suis comme ça. Je suis énervé, tout le monde sait pourquoi. Tes coéquipiers, ils viennent me dire Bogi, tout le monde a entendu. Ouais. Mes coéquipiers me disent Bogi et tout. J'arrête le match. Non, Bogi et tout. Allez, c'est pas grave. Ils viennent me consoler. Tu vois, ils essaient de. En fait, deuxième mi-temps, j'ai une occasion face à face où je la mets. Toi, tu la mets 100 fois. Je tire sur le gardien. Je suis plus concentré. C'est fini. Et là, je commençais à perdre des balles. Je commençais à tirer dans le ballon là-bas. Ouais. Tu vois, ça commence à monter. Et je dis au coach, franchement, il l'a vu. Il m'a sorti. Je vais dans les vestiaires. Je casse tout dans les vestiaires. Je pleure de nerfs parce que je me dis, moi, je suis là pour jouer au foot. L'arbitre, pas de soutien, rien. J'ai l'impression qu'il s'est rien passé, tu vois. J'ai l'impression, limite, on me caillasse devant tout le monde, les caméras, il s'est rien passé. Et c'était pas la première fois que ça arrivait. J'avais déjà vécu ça plusieurs fois. Mais là, jamais directement. Non, en fait. À ce point-là, parce que quand t'es dans un stade où t'as 20-30 000 personnes, t'entends un peu, mais là, je les ai vus en face à face. Ouais. Donc, ça a été ultra violent. Donc, je me dis, je dis, j'ai rien à foutre, je vais en parler, mais quitte à ce qu'être lourd, à ce que c'est bon, arrête de plaindre. Non, je vais en parler, en fait. C'est pas possible. Tu t'es senti écouté par. Au début. Ouais, parce qu'en fait, j'ai beaucoup parlé sur Twitter. J'ai mis des images et tout, là. Et les images, tu l'entends. Tu peux pas dire c'est pas vrai et tout. Le président vient me voir, les mecs, ils essaient de me dire. Et je dis, non, les gars, arrêtez, vous pouvez pas comprendre. Je vous en veux pas. Mais parce qu'ils voulaient quoi, en fait? Ils voulaient juste qu'ils me disent, écoute, c'est arrivé, c'est pas grave. Ça va passer. Ouais. Mais pas, ça, c'est trop important. Et je suis à un moment donné, j'ai fait une réunion dans le vestiaire. J'ai dit, les gars, ça me touche, mais arrêtez de me dire, c'est pas grave, t'inquiète, on va faire. Vous pouvez pas comprendre. Ce que je ressens là, toi, personne peut le comprendre ici. Malheureusement, vous pouvez pas. Arrêtez de me dire que ça va le faire, que c'est très grave ce qui s'est passé. Mais eux, ils comprennent, justement, tu sais, ils pouvaient pas, dans le sens où ils avaient la compassion. Tu leur en veux, mais tu leur en veux pas. Ouais, voilà, c'est ça. Et j'ai dit, les gars, c'est très grave. Moi, je vous dis là, et pendant 3 jours, je parle à personne. L'entraîneur, il m'a dit, reste à la maison pendant 2 jours. Et là, clairement, je voulais me barrer. Je te le dis, je voulais vraiment me barrer. C'était sûr, j'en avais parlé avec le deuxième entraîneur après, parce qu'il sentait que j'étais plus dans le truc. Il me dit, ouais, comment tu sens? Je dis, moi, je veux partir. Ça y est, je peux pas. Pas de soutien, rien. J'en ai parlé encore, j'ai fait des interviews encore et encore. Et le président me dit, écoute, si tu restes l'année prochaine et tout, ce serait bien que tu restes parce que il va y avoir une campagne. Tu vas être en tête de gondole, entre guillemets, ça va parler et tout. Que dalle. Ouais, il n'y a rien eu. Et c'est pour ça que je me suis dit à ce moment-là, bon, j'ai bien compris qu'il n'y aura pas de soutien. J'ai dit, je vais faire tout ce qu'il faut. Tu sais, revanche. Tout ce qui m'est arrivé depuis. Toulouse encore, c'est pas pareil, mais après, Tunisie, nanana, ça, tout ça. Donc là, on m'a jeté comme une chose. J'ai dit, là, je vais tout faire. Je me plains pas, je joue à fond, je suis focus et je pars par la grande porte et merci, au revoir, tu vois. J'avais un thème à aborder aussi avec toi avant de finir, c'est l'argent. T'es parti jouer en Arabie Saoudite, à Chine. Ouais. Ça a été un motif clair pour toi ou est-ce que le foot, le niveau de jeu, la performance,
ça restait hyper important pour toi. Quand je finis à Pilsen, la saison, on est qualifié pour jouer avec des champions. Ligue des champions, c'est le grade. Des champions, la musique, tu joues les gros stades et tu joues le mardi. Enfin, tu sais comment ça se passe. Je me suis dit, ok, d'accord. Donc maintenant, là, tu as le choix du roi. Tu vas avoir plein de clubs. Ça, je le savais. C'est quoi le mieux? Ta carrière avant, est-ce que tu as assez gagné? Est-ce que tu as assez mis de côté pour pouvoir. Je gagnais, mais à Pilsen, je gagnais. Mais ce qui est très bien, mais je gagnais 15 000 bruts. Mais comme on gagnait tout le temps, j'avais de très bonnes primes, je pouvais monter jusqu'à 30 000. Ce qui est très très bien. Mais pour moi, ce que je veux après ma carrière, ma mère, mettre à l'abri, pouvoir aider mon frère, ma soeur, tu vois, il y a plein de trucs, c'est pas ce que je voulais. Et j'avais pas fait une carrière qui me permettait aujourd'hui, comme si j'avais gagné 100K par mois, et au final je me dis, bon, je peux continuer ce côté sportif. Et je me suis dit, le plus important, c'est ce qu'il y a après sur mon compte bancaire à la fin de ma carrière. Et en plus, on avait une poule. Ils ont joué contre l'Inter, ils ont joué contre Barça, contre Bayern Munich. Donc j'aurais pu jouer contre ces 4 clubs. Mais d'avoir le maillot de Lewandowski dans mon dressing, trop bien. T'as une histoire, t'as les images à me passer, mais après derrière. Et aujourd'hui, honnêtement, je te dis la vérité, j'avais un Saint-Etienne qui descendait de première division. Il y avait potentiellement Brest et Clermont, et c'était 400 000 bruts, tu vois. T'as l'Arabie Saoudite, il vient avec 1 million net. J'ai même pas réfléchi. En plus, c'est commence après, il y a la vague qui est arrivée, Elani, Ronaldo, Benzema. Donc, j'ai même pas réfléchi. En fait, de là où je viens, ma mère, elle a fait Emmaüs, on a fait les restos du cœur, elle a fait les ménages. Je pouvais pas cracher dessus, en fait. Enfin, je trouve que tu as une façon de penser qui est assez intelligente. En fait, on se rend pas compte, on se dit que les sportifs, notamment les footballeurs, ils ont énormément gagné dans leur carrière et donc forcément, à la fin, ils ont encore les comptes pleins, mais c'est pas toujours ce qui arrive, tu vois. Je crois que c'est une stage, c'est Frédéric Déhu qui m'avait donné un livre où j'avais vu que 75% des footballeurs, dans les 5 ans, ils sont cramés. Ouais, c'est énorme. Quand tu vois qu'il y en a qui gagnent des millions, enfin. Et au final, je me dis, mais toi, ça va vite. En plus, l'année, elle passe de plus en plus vite. Ce que tu veux après pour ta famille, tes futurs enfants, il faut que tu le sais maintenant, en fait. Les salaires que je vais avoir maintenant, gagner 100 000 euros net par mois, il y a de grandes chances que je gagne plus après le foot, tu vois. Sachant qu'en plus, là, maintenant, j'ai fait 3 saisons où en Arabie, c'était très compliqué. Côté sportif, c'était une catastrophe. Extra sportif, catastrophe. Vraiment, genre un cauchemar. J'ai mon genou maintenant qui a commencé à un peu à PRP et tout, donc tu dis, maintenant il y a ça, il y a ça, donc tu te remets une petite pression pour ton avenir, en fait. Tu dis, putain, en fait, ça se trouve, mon avenir, c'est même pas moi qui vais le décider quand est-ce que je vais arrêter ou pas. C'est ça. Moi, dans ma tête, je me dis, bon, j'aimerais bien pouvoir arrêter à 35 ans, parce que j'ai un âge où j'ai envie d'avoir une famille, des enfants, et quand t'es en Arabie Saoudite, quand t'es en Chine et tout, stabilité, c'est pas facile du tout. Mais ça se trouve là, je me dis, ça se trouve là, ça va s'arrêter peut-être avant, tu sais pas, peut-être opération. Si opération à 33 ans, va trouver un club derrière qui donne encore 800 000 nets ou 700 000 nets quand je gagnais en Chine. Tu vois, c'est comme ça, je te dis, des fois, tu sais, dans le foot, tu sais, le mec, Zoïl, qui est envieux, combien tu gagnes pas, ouais, pourquoi il gagne mieux que lui, moi, pourquoi tu te plains? C'est bon, tu gagnes de l'argent, je gagne de l'argent, enfin, on fait de l'argent, c'est quoi le problème? Si ton agent il a été pas assez bon pour te négocier un bon contrat, c'est pas mon problème, tu vois. Moi, je suis pas là à jalouser les gens, à savoir qui gagne mieux que moi. Si tu gagnes mieux que moi, même si je mérite de jouer, tant mieux pour toi. Et, tu vois, il y a trop de trucs comme ça dans le foot. Il y a plein de trucs. Et c'est pour ça que les gens, tu vois, c'est comme Mbappé, il a fait une interview dernièrement, il me dit, moi, me plaindre de jouer tous les 1 semaine ou tous les 3 jours quand il y a la coupe, aucun intérêt. Mais pour eux, au top niveau, la santé mentale, jouer tous les 3 jours, haute intensité, tout ce qu'il y a. Et en gros, de leur dire juste, dans 1 semaine, tu reviens. Et tu vois, j'ai vu plein de gens, c'est beaucoup très français, qui disaient, ouais, mais avec tout ce que tu gagnes, viens à l'usine et tout. Ça n'a rien à voir. Je comprends, tu vois. Quand tu vois qu'aujourd'hui, en France, c'est très compliqué, le gouvernement, ils aident pas les Français. Les Français sont à l'agonie, c'est vraiment pas facile. Moi, je le vois avec mes amis ou quoi que ce soit. Je le vois avec ma mère aussi. Bon, grâce à Dieu, grâce à moi, elle est tranquille, tu vois. Mais je le vois dans les gens, et quand tu vois un mec, tu sais, je pense que tu n'as plus forcément le recul que tu devrais avoir en me disant, mais il est sérieux lui de se plaindre, il gagne je sais pas combien de millions et en plus il se plaint encore. C'est juste la santé mentale, le corps, tu vois. Regarde Varane, il s'est jamais plaint quoi que ce soit, mais regarde, il a fini sa carrière parce qu'il est cramé. Il est cramé. Autant intensité comme ça,
Mais comme je dis, je comprends les gens aujourd'hui, quand ils savent que la fin du mois, ça va être compliqué et qu'aujourd'hui, tu vas gagner quoi, 2000 euros, alors qu'avant, tu étais à un couple 2000, tu pouvais vivre tranquillement. Maintenant, c'est très compliqué. Et je le ressens quand je reviens en France, hein. Les gens, c'est tendu, c'est pas facile. T'as travaillé, toi, dans ta carrière avec des psys, des coachs mentaux? Non, à Toulouse, juste avant quand c'est la période de Gambardella, mais j'ai jamais eu besoin, même mon président, mon agent, Olivier, il me disait à chaque fois, ouais, et je vois qu'il essaie de ce que tu as besoin. J'ai jamais besoin parce que, alors je sais pas si c'est une qualité ou pas, mais j'arrive toujours à me remettre en question. J'arrive suffisamment à prendre du recul sur chaque situation et de trouver la solution par moi-même. C'est ce que je te disais quand t'as 15 ans, tu vois. Au final, t'apprends tout seul. Ouais, c'est un réflexe. Ouais, c'est un réflexe. Donc, après, attention, il y a des situations où je me dis des fois, bah, peut-être là, t'aurais peut-être besoin, ou peut-être que là, mais au final, peut-être qu'à un moment donné, j'aurais peut-être dû en avoir un, tu sais, tu te poses des questions sur l'après-carrière, comment ça se passe. Moi, ça me fait pas peur. T'as des joueurs qui refusent de les attendre. Moi, ça me fait vraiment pas peur de... Ça te fait pas peur d'arrêter? Non, et j'ai limite plus hâte d'arrêter que de continuer parce que le foot, au final, c'est pas tout beau, tout rose. Je dis, le seul truc que je kiffe, moi, dans le foot, c'est la relation avec les supporters. Là où il n'y a pas de triche. Mais après, c'est un monde d'ingrat. Et t'as vu l'histoire un peu de ma carrière, au final. Ouais, tu dois être un peu fatigué, un peu lassé. Ouais, et quand tu regardes des mecs comme Cavani au PSG, des mecs comme Suarez au Barcelone, des top joueurs, comment ils se sont fait jarter comme des, excuse-moi du temps, comme de la merde. Tu vois, donc c'est un business foot. Ouais, et puis même à travers ton parcours, en fait, tu dois être juste fatigué, quoi, mentalement. Ouais. Je suis fatigué, mais après, comme je te dis, je me plains pas. Ouais. Enfin, j'essaie de moins j'essaie d'être fort, de pas trop monter parce que j'ai un caractère, donc j'ai un gros mental, et j'essaie de pas trop tu vois, quand tu vois tes amis qui ils galèrent, j'en ai un qui est dans les fruits et légumes, il se lève tous les jours à 4 heures du matin, tout le temps. Des fois, il rentre à 8 heures le soir, il est fatigué. J'ai un de mes meilleurs amis avec qui on s'associait, il fait du gros œuvre et second œuvre. Il fait des trucs pas faciles, tu vois. Vraie journée, ouais. Et au final, j'essaie de pas trop me plaindre, de pas trop leur montrer que moi, ma vie, c'est pas facile, alors qu'en fait, ça va. Par rapport à d'autres, ça va. Comparé à d'autres, tu vois. Et ça m'a aidé aussi à quelque part à essayer de me motiver aussi. Est-ce que tu veux aussi avoir la même qualité de vie, ou tu peux avoir peut-être un mieux, ou te faciliter l'après-carrière. Peut-être je vais devoir travailler, mais te faciliter l'après-carrière, ou commencer ta vie dans de meilleures conditions après le foot, tu vois. Si tu devais donner un peu un conseil à un jeune qui va se lancer dans le sport de haut niveau et qui va sûrement aussi passer par les mêmes galères que toi, ça serait quoi? Il faut être super bien entouré. Je pense que l'entourage aujourd'hui, c'est hyper important. Moi, j'ai la chance d'être bien entouré, que ce soit par ma famille, que ce soit par mes amis, l'agent. L'agent, c'est un atout. Mais il faut qu'un jeune comprenne que il faut qu'il soit prêt à avoir le goût de l'effort pendant presque 15 ans de sa vie. Remise en question où c'est pas parce que tu as signé, ou c'est pas parce que tu as fait un match, tu sais comment ça se passe jouer à 16 ans, t'es bon tout de suite. Ouais, pourquoi je joue pas? Pourquoi? Tu sais comment ça se passe. Oui, il va falloir que des fois, il va falloir que tu sois patient, c'est pas ton moment. Ouais, que tu acceptes l'échec. Que tu acceptes que ça se passe comme ça. Ouais. Et au final, c'est pas plus mal parce que du coup, tu vas te retrouver dans une situation où tu vas devoir te remettre en question et au moins le jour où ça arrive, tu es prêt et c'est ton moment et il y a personne qui va t'arrêter. Et c'est ce qui va arriver à mon niveau, attention. C'est ce qui m'est arrivé, j'étais prêt en fait. Il y avait tout qui était voyant, c'est mon moment, c'est mon prime. Il y a personne qui va emmener ce moment-là. Donc il faut que tu saisisses ça. Et il y a aussi le fait je trouve que ce qui manque dans le foot, c'est l'éducation financière. Je trouve que c'est un point hyper important. Parce que un môme qui gagne stagiaire pro aujourd'hui, tu gagnes un peu plus que nous avant, peut-être, tu vois. Tu vas gagner quoi, 5 000, un truc comme ça, mais c'est déjà beaucoup d'argent. C'est énorme, bien sûr. Ouais. Mais quand aujourd'hui, tu peux gagner 20, 30 000. Et je trouve que dans le foot, dans la transformation, il faudrait qu'ils mettent ça, l'éducation financière, à tout de suite ce que les joueurs investissent. Moi, je l'ai compris sur le tard par mes fréquentations qui ont fait que maintenant, j'ai envie d'investir, je m'intéresse à plein de choses pour préparer l'avenir. Mais si j'avais pu le faire bien avant, vraiment pousser, je trouve que c'est un point hyper important. Ouais, mais je te rejoins totalement, parce qu'en plus, ça va amener à... quand t'es assuré financièrement, ça t'évite des périodes difficiles, d'instabilité, de dépression des fois, de tomber Exactement.
dans des addictions, dans l'alcoolisme, et C'est tout, exactement etc. ça. Donc, Bah oui, parce que t'as des joueurs, dans les jeux, dans les trucs, tu sais pas. Et tu sais, au moins, demain, comme tu dis, t'as pas de club ou quoi, ça limite la casse, t'as ça de réservé, t'as acheté ton premier appartement. Tu peux te faire plaisir, ce qui est normal. Mais il y a des trucs, c'est question de timing, quoi. Bah écoute, merci, c'était un super moment, j'ai trop kiffé parce que Ouais. c'est marrant parce que on a passé beaucoup de temps ensemble et C'est fou, en hein. fait, il y a plein de trucs que je savais pas, tu vois. Ouais, il y a Donc, plein de trucs parce qu'après après moi je suis parti, c'est ça, toi et puis aussi puis même qu'on toi n'ose tu vois, pas, au final qu'on n'ose pas regarde ce que je forcément raconte parler. toi, ça t'est arrivé, tu vois. Bien sûr. Moi Mais tu te reconnais, bah oui, puis j'espère qu'il y a beaucoup de sportifs qui vont écouter et qui vont se reconnaître et à qui ça peut aider. J'espère, ouais, parce que c'est des sujets au final, on parle souvent même tu vois dans le foot, surtout qu'il est sorti, l'argent, ce qu'il gagne, ce qu'il gagne pas et tout. Des fois, on oublie vraiment l'essentiel, tu vois. Je trouve que aujourd'hui, le journaliste dans le foot, même dans le sport, mais spécialement dans le foot, malheureusement, il a beaucoup changé. On parle plus de ce qui se passe hors foot que foot. C'est pour ça, maintenant, il y a des podcasts. Je trouve que c'est bien qu'il y ait des youtubeurs, et toi aussi, que maintenant, t'en fais partie, qui prennent le temps de parler en inside vraiment de la vie peu importe le sportif que tu auras. Je trouve ça, c'est hyper intéressant. Je trouve ça cool, tu vois. Écoute, merci pour ta sincérité. En plus, t'as pas balancé trop de dossiers, donc ça, c'est cool. Non, je voulais parler de ton gros orteil, là. Je voulais parler de ton gros orteil. On va le couper au montage. J'ai jamais su comment t'as pu faire des transversales aussi. Frère, ça, c'est le talent, ça. Avec tes transversales, là. Avec ton gros orteil, là. J'ai jamais su. J'ai jamais compris. Tu me diras un jour parce que, mais je voulais pas trop. Je voulais, Mais j'ai dit, vas-y, je vais te parler ça. Ce qui s'est passé dans le vestiaire, je te l'épargne. Non, c'est trop cool. Vraiment, merci à tous ceux qui auront pris le temps de nous écouter, d'aller au bout. J'espère que si l'épisode vous a plu, vous allez en parler autour de vous, à vos proches, sportifs ou pas sportifs, que vous allez laisser une note, un commentaire positif. Voilà, suivez-nous aussi sur Instagram, il y aura pas mal d'actu, des extraits de ce qu'on a pu faire avec JD. Et puis voilà, puis on se retrouve très vite pour un prochain épisode dans le revers de ma médaille. Allez, ciao. Au revoir, merci beaucoup.